Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je vais poursuivre la vidéo, ou la série de vidéos sur l'économie dans l'espace à Caen. Et puis bon, après cette vidéo-ci, je vais faire d'autres vidéos toujours dans, je peux dire, dans la même dynamique, mais en mettant surtout l'accent sur les échanges commerciaux, y compris notamment avec les compagnies européennes, n'est-ce pas, qui étaient très nombreuses sur la côte de l'Or, la côte Kwakwa, et qui avaient des relations donc commerciales avec les populations à Caen, qui elles-mêmes aussi avaient des relations entre elles. Alors, il faut dire qu'il y a un auteur, Meredith, qui relevait que les Nzema, vous savez que les Nzema habitent le sud-ouest de la République du Ghana actuelle et le sud-est de la République actuelle de Côte d'Ivoire. Ils étaient à la fois des pêcheurs et des agriculteurs. Alors en réalité, ce sont les Nzema qui étaient le long du littoral, qui pratiquaient la pêche. Les villages qui sont le long du littoral marin, les Nzema appellent ces zones-là Agnoazo. Agnoazo, c'est-à-dire sur le sable. Puisque sur le littoral marin, il y a du sable. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent cette partie de leur pays. Vous voyez. C'était là surtout que les pêcheurs étaient et disons, pratiquaient leurs activités. Maintenant, il y a ceux des Nzema qui vivent un peu à l'intérieur du pays, où il y a la forêt, où il y a la grande forêt. Alors, cette zone est appelée Kwakenou. Kwakenou, c'est-à-dire dans la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt, dans la brousse. Quelquefois, si on parle de Eroaïle, Eroaïle, c'est la forêt. Voilà, donc, c'est comme si les pays, les Nzema divisent leur espace géographique en deux zones. La zone qui est juste face au littoral malin, et puis il y a la zone qui est un peu à l'intérieur, où il y a la forêt, il y a la brousse. Alors, donc, ceux qui sont à l'intérieur, eux, se livraient surtout à la culture des viviers. Alors, cette même répartition, cette même façon de voir son espace, c'était la même chose notamment dans le royaume d'Agona. J'ai fait une vidéo sur le royaume d'Agona, qui est sur le littoral Fanti. Les sources portugaises au sujet des Noirs du littoral de la côte de l'Or disent qu'ils se nourrissent de mil, igname, poissons et de viande en petite quantité. Alors, pourquoi est-ce que les Portugais disent que c'est en petite quantité? Mais ils n'en savent rien. Vous avez vu le nombre de pirogues que j'ai indiqué dans la période précédente qui à Elmina, qui est appelée Edna par les naturels, vont en mer pour pêcher chaque jour. Près de 200 pirogues chaque jour vont pêcher. Hein? Est-ce que ce qu'ils pêchent là, c'est pour la seule ville d'Elmina Edna? Non. C'est parce que c'est vendu aussi à l'intérieur des terres. Mais là encore, vous voyez l'esprit des Caucasiens, des Portugais disent qu'ils consomment le poisson et la viande en petite quantité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une information vraie. La région est très poissonneuse et les natifs vivent de la pêche. Vous voyez. L'élevage du gros bétail est peu important. Les natifs produisent du vin de palme, mais apprécient aussi le vin européen. Ça, c'est vrai. Ils apprécient aussi le vin européen. Parce qu'ils savaient reconnaître le vin de bonne qualité. Il y a même une sorte de gin qui était fait par les Hollandais, qu'on appelle schnapps. Le schnapps. Mais jusqu'à aujourd'hui, le schnapps est beaucoup consommé par les Akans. Il y a même une forme où, sur le papier qui décore la bouteille de ce gin, il y a des pièces d'argent, des anciennes pièces d'argent. Les Akans appellent ça Sempoama. Mais quand il y a des mariages, mais souvent les familles demandent à ce que dans la dot, l'homme apporte justement les bouteilles de gin Sempoama parce que c'est de très bonne qualité. Voilà. Le sol est fertile car il y a une régularité des pluies. L'agriculture est importante.
dans les chefferies de la Côte de l'Or. L'on y produit des céréales, tubercules, fruits, légumes, dont les habitants ont besoin pour leur subsistance et alimenter les réseaux des échanges commerciaux. Ça, c'est très important. Alors, des royaumes comme le royaume de Foutou, Assabou, Guafo et Fantine, c'est-à-dire Fantine, là où il y a les Borbores Fanti. J'ai fait des vidéos sur les Borbores Fanti et puis sur tous ces autres royaumes-là, Guafo, Assabou et puis Foutou, produisaient du mil, du riz, de l'igname, de la banane plantain. Les gros producteurs d'igname étaient l'Aranta, l'Assabou et les Foutou. Les natifs confectionnaient à partir de végétaux des vêtements, des fibres et des objets d'usage courant. Sur le littoral Fanti, le mardi, qui est appelé Ebnada, les activités économiques sont suspendues. Mais en Aranta, c'est le vendredi. Alors il faut qu'on explique cela. Cela veut dire qu'en pays Fanti, le mardi, c'est le jour consacré aux esprits tutélaires de la région. Alors qu'en Aranta, c'est le vendredi qui est consacré, qui est Efiada, qui est consacré aux esprits tutélaires du pays Aranta. Dans le pays Fanti, c'est mardi. Dans le pays Aranta, c'est vendredi. Cela veut dire quoi? C'est ces jours consacrés donc aux esprits tutélaires. Les gens ne mènent pas d'activité économique, mais ils font plutôt des rituels. Ils font des rituels. C'est comme ça. Et souvent, ces jours-là sont aussi les jours de marché. C'est ces jours-là que les gens vont sur les marchés pour faire du commerce, pour faire des échanges. C'est très important. Tous les villages du littoral produisaient des produits halieutiques. Le premier poisson pêché revenait de droit aux chefs locaux, bien sûr. Ah oui, c'était comme ça. C'était une sorte de coutume, de tradition. Voilà. C'est comme ça. C'est des formes de coutume, de tradition. Le premier poisson, il faut le donner au chef, au roi. Sur le littoral Fanti, l'élevage du gros bétail était peu pratiqué et servait d'activité complémentaire à l'agriculture. On y trouvait chèvres, brebis et quelques vaches. L'élevage de volailles se faisait dans tous les villages car le repas en l'honneur de l'étranger comportait presque toujours du poulet. Voilà. La chasse était une activité économique et sociale complémentaire importante. Les chasseurs ont été souvent les fondateurs de nombreux villages ou ceux qui ont découvert les sites sur lesquels ils ont été bâtis. La chasse procure de la viande, des peaux d'animaux pour la confection de vêtements de guerre, de chapeaux et d'objets divers. La fourrure de civette était très demandée par les Européens. Non seulement la fourrure de civette, mais aussi les excréments de civette. C'était vendu très cher, les excréments de civette. La civette est une sorte de chat sauvage. Et quand elle fait ses excréments, comment je vais dire ça? Elle nettoie son postérieur sur les troncs d'arbres. Elle nettoie son postérieur sur les troncs d'arbres. Mais ces restes d'excréments de civette mélangés à l'écorce de l'arbre, ça donne un parfum bien odorant qui était utilisé dans la pharmacie, dans la parfumerie en Europe. Donc les excréments de civette étaient vendus très cher. Non seulement en Afrique, mais aussi quand les Européens l'avaient acheté, ils revendaient aussi ça très cher en Europe. Voilà les faits. C'est pour ça que ceux qui ont prétendu que oui, les Africains ne gagnaient rien dans ces échanges avec les Européens et que les Européens avaient, je peux dire, le pactole et que nous avions la pacotille, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai fait un article pour montrer que c'est faux. Voilà. J'ai fait un article dans ce sens-là. Et je le redis encore maintenant. En matière de cueillette, le chat d'Algali sécrète une substance très odorante et ce muscle entre dans la composition de grands parfums. En fait, c'est la civette qu'on appelle aussi chat d'Algali. Voilà. Donc vous voyez, ça entre dans la composition de grands parfums. D'ailleurs, les femmes à Caen utilisent aussi les excréments de civette. Elles mélangent ça avec des onguents, disons des beurre de karité pour s'enduire le corps, pour protéger le corps. Voilà, c'est ça. Moi-même, j'en ai été témoin quand j'étais enfant. Aussi, ce produit était fort recherché, c'est ça, les excréments de civette ou de chat d'Algali. Ce sont souvent les chasseurs
qui le récoltaient. Donc, vous voyez, les chasseurs se donnaient d'autres moyens d'avoir d'autres revenus. La production du sel sur le littoral fanti était une activité de choix, de sorte que l'on avait une sorte de manufacture du sel. Voilà, donc c'est ça. La main-d'œuvre en la matière est principalement féminine. Voilà le rôle des femmes qui commence. Voilà. C'est elles souvent qui produisent le sel. Voilà. Parce que c'était par ébullition de l'eau de l'océan, de l'eau de mer. L'on avait de grands centres de production comme Ogwa, Elmina, dont le nom réel est Edena, Mori et Asafa Anekonfi. Voilà, Asafa Anekonfi, c'est toujours sur le littoral fanti. Hein. Voilà, donc, l'on produisait beaucoup de sel et c'était les femmes qui jouaient ce rôle-là. Dans tous les pays à Caen, l'on trouvait des sites aurifères ou des cours d'eau charriant de l'or. Même le littoral fanti, pauvre en or, avait quelques lieux d'extraction. Le Wassa, le Dantira, l'Achanti, l'Achim, le Kwaou, l'Aouin, l'Assaillé produisaient tous de l'or. L'orfèvrerie permettait la confection de bijoux divers et les gros consommateurs dans ce domaine étaient les différents lignages détenteurs de sièges de commandement. Ah oui, parce qu'il faut confectionner certains objets en les habillant avec de l'or. Voilà. Les manches de sabre, etc. Tous les bijoux, etc. que portent les rois, les reines et tout ça, beaucoup, c'est avec des parures d'or. Donc, c'est cela. Il y avait donc une grande consommation d'or. Le village de Cape Tree Point, qu'on appelle Adonjene, en Aranta, était reconnu comme un grand centre de production de pirogues, mais aussi de production de sel. C'est à cause de ça, cela est appelé Adonjene. Le littoral du bois permet la confection de tambours divers, de sièges, de tabourets, de hamacs, mortiers, pilons et divers ustensiles. Donc vous voyez que là aussi, ceux qui pratiquaient l'artisanat avaient le moyen de gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce qu'il y a une forte demande pour fabriquer toutes sortes de marchandises. Toutes ces productions, y compris la vannerie, faisaient l'objet d'un important échange sous forme de troc ou s'achètent avec de la poudre d'or ou des perles. Parce que vous voyez que donc les échanges étaient des échanges monétaires souvent. Les échanges dans le monde à Caen étaient des échanges monétaires. Ce n'était pas du troc. Malheureusement, les Européens, les Caucasiens ont pensé que c'était du troc. Parce qu'ils ne savaient pas que la poudre d'or, c'était la monnaie des Akans. Ils ne savaient pas que les perles aussi étaient aussi de la monnaie, des moyens de paiement. Ils ne savaient pas tout ça là. C'était un vrai quiproquo. Voilà. Parce qu'ils ont pensé que la poudre d'or là, c'est une marchandise. Non. C'était de l'or. Et comme ils ne savaient pas utiliser ce système monétaire des Akans, parce qu'en fait, le système monétaire de la poudre d'or, comment cela fonctionnait? Ce sont des poids monnaies. On appelle ça des poids monnaies. En fait, quand on sort une figurine, cette figurine correspond à une quantité précise de poudre d'or. C'était comme ça. Quand le marchand, là, il sort une figurine, ça correspond à une quantité précise de poudre d'or. Alors, celui qui vient acheter comprend immédiatement. Maintenant, la figurine, là, il y a le modèle masculin et puis il y a le modèle féminin. Le modèle masculin, il y a une petite quantité supérieure de poudre d'or par rapport au modèle féminin. Comme pour dire que le masculin est un peu plus lourd que le féminin. C'était comme ça. Et la différence faisait le bénéfice. La différence entre le poids monnaie masculin et le poids monnaie féminin de même, je peux dire, de même modèle, la différence la faisait le bénéfice de choses du vendeur, du marchand. C'était comme ça. Les Européens n'ont jamais compris ce système-là. C'est ça leur problème. Ils ne cherchent pas à comprendre les autres. Et donc, ils étaient obligés d'utiliser des Africains, de les payer, de les employer pour les aider à faire ce commerce-là, qui est en fait un commerce monétaire. Et ceux qu'ils utilisaient, bon, en français, les Français les appelaient les courtiers, bon, les Anglais les appelaient les brokers. Bon, je vais sans doute revenir là-dessus. Donc, c'était comme ça. Voilà. Donc,
ces productions-là, faites circulaient de proche en proche en alimentant les grands axes de circulation commerciale qui assurent la liaison entre le littoral et l'arrière-pays, entre l'arrière-pays et puis les régions qui vont jusque vers le Sahel. C'était comme ça. Dans toutes les régions à Caen, les chefs accordaient l'accès aux terrains aurifères aussi bien à leur propre sujet qu'aux étrangers. Vous voyez, leur esprit d'ouverture. Les Akans ont un esprit d'ouverture. Mais dans certaines contrées, ces derniers avaient obligation d'épouser d'abord une fille du pays avant d'être autorisés à exploiter une terre aurifère. C'est le cas par exemple en Achim. Je vous ai dit qu'il y a 3 royaumes Achim. Achim Aboakwa, Achim Kotokou, Achim Boussoumi. Donc vous voyez, vous venez exploiter de l'or. Vous êtes étranger. Le tiers va revenir au chef, au roi. Les 2 tiers vous reviennent. Mais en plus, les Achim ils disent il faut que tu épouses leur fille. Pour que les filles aussi profitent de l'exploitation de l'or auquel tu te livres. Voilà, c'est comme ça quand tu es étranger. Voilà. Bon, je vous remercie. Donc, c'est la 4e vidéo, je crois, que je fais sur l'économie dans l'espace à Caen. Mais je vais, pour la suite, spécifier ça en mettant l'accent sur les échanges commerciaux. Mais les échanges commerciaux font partie de l'économie. Donc, je vais faire spécifiquement maintenant les vidéos, la série de vidéos, la suite sur les échanges commerciaux dans l'espace à Caen. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, quelquefois, les frères me demandent, bon, professeur, fais des vidéos sur tel sujet, tel sujet. Bon, quand c'est des sujets pour lesquels je n'ai pas fait de recherche approfondie, il me faut mener des recherches avant de pouvoir faire ces vidéos-là. Avant de pouvoir faire ces vidéos. Ouais. Mais surtout sur les peuples, je leur dis toujours, n'oubliez pas. Toute l'humanité a une même souche. A une même souche. A une même source. C'est la Rift Valley. C'est la vallée du Nil et de l'Omo. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.